Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre commune de la capitale guinéenne, la commune de Dexine. Après les deux grandes DPE, la DPE de Fourcaria et la DPE de Dubreka, aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième commune de la capitale guinéenne qui n'est rien d'autre que la commune de Dexine. Et nous sommes aujourd'hui avec un chef de section pédagogique chargé de l'enseignement fondamental à la DCE de Dexine, et en l'occurrence M. Balde Ibrahima. Avec lui, nous allons essayer de développer ces différents points. Les non-dits des examens session 2020. Alors, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Bonjour M. Balde. Bonjour M. Magas. Alors aujourd'hui vous êtes dans le collimateur de l'émission École guinéenne et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les résultats de l'examen d'entrée en 7e et le BPC sont déjà connus. Alors quelle étude radiographique faites-vous des examens de cette année d'abord? Un constat général par rapport aux examens. Oui. D'une manière générale, le constat que nous avons fait, nous n'avons pas atteint, par exemple, les résultats, le pourcentage que nous avons eu l'année dernière. Donc, il y a une baisse de pourcentage. Donc, c'est un constat. Au BPC, nous nous sommes maintenus. Donc, c'est le premier constat que nous avons pu faire au niveau de notre commune. Bien. Vous parlez des pourcentages, mais avant d'arriver au cas des pourcentages, je crois bien qu'il y a eu des préalables. Est-ce que l'année scolaire a connu un résultat succinct par rapport aux études? Non. Vous savez, il y a eu beaucoup, comme vous le dites, il y a certaines choses qui ont empêché le bon déroulement des cours. Donc, jusqu'au mois de décembre, les cours se sont déroulés normalement, mais à partir de janvier, par endroit, il y a eu des perturbations. Pas dans tous les lieux, mais par endroit, il y a eu des perturbations à cause de la grève des enseignants. Donc, après la grève des enseignants, il y a eu la pandémie de la COVID-19. Donc, mais néanmoins, le département, à travers l'enseignement à distance aussi, a pris des mesures pour que les enfants, quand même, reçoivent les cours à la maison. Même s'ils ne peuvent pas recevoir les cours en présentiel, mais quand même, ils ont reçu les cours à distance. Donc, mais cependant, les parents... Alors, quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à ces cours à distance? Oui, ces cours à distance ont été bénéfiques pour certains élèves. Parce que quand on sait que certains élèves n'avaient pas accès à l'Internet, ou bien d'autres par endroit, il n'y avait pas de courant, mais ceux-là qui avaient de courant, ou bien qui avaient accès à l'Internet, ont pu suivre. Et ceux dont les parents aussi se sont mis à la tâche pour suivre l'évolution de leurs enfants aussi, n'ont pas eu de problème. Et quel a été votre rôle ici dans votre commune? Nous, à chaque fois que... les stratégies utilisées par votre commune, oui. Dans notre commune, oui. Nous, par exemple, à chaque fois que le département envoie la programmation, le calendrier, nous avons toujours démultiplié l'information, diffusé l'information. Et on a appelé les directeurs d'école et chefs d'établissement pour leur dire attention, il y a l'émission, il y a tal, donc prenez vos dispositions parce qu'on leur a multiplié, on photocopié le calendrier pour leur donner. Donc chaque chef d'établissement et directeur d'école était en mesure de contrôler l'évolution de l'enseignement à distance dans son école ou bien dans son établissement. Mais est-ce que ça a porté fruit bien? C'est ce que je vous dis. Pourquoi ça a porté fruit? On ne dit pas à 100%, mais ça a porté fruit. Il y a certains parents qui sont consciencieux et des élèves qui sont consciencieux. Les parents ont pu suivre. Moi, je prends un exemple, le cas de mon enfant qui était candidat au BPC. Maintenant, je le suivais. Même étant au bureau, j'appelais à la maison, je disais à ce moment, attention, l'émission c'est à telle heure, donc rappelle l'enfant, il n'a qu'à suivre.
Mais comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a des aléas qui ont freiné un peu sur certains, parce qu'il y avait non seulement le manque d'électricité, en plus il y avait un problème criard dans certaines régions et dans certaines communes par rapport non seulement au problème d'électricité, mais d'autres facteurs. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait consciencieusement dans votre, à part des cours à distance, quelles autres mesures additives mises en place pour la formation, la préparation des candidats? La préparation des candidats. Oui. C'est qu'après, c'est à la reprise, Oui. donc nous avons d'abord fait un travail en amont. Quel est ce travail en amont? Ce travail en amont, on a appelé les CPMF, c'est-à-dire les délégués scolaires qui sont des CPMF. On a appelé les chefs d'établissement, les directeurs d'école expérimentés. On a fait une étude du programme. C'est là où nous sommes arrêtés avant la pandémie. Donc, on a pu analyser le programme et identifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire là, mais quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse quand même boucler le programme avant le début des examens. Donc, nous avons pu identifier ça. On a pu mettre ça par délégation et par école. Donc, les chefs d'établissement et les directeurs d'école se sont servis de ça pour, comment on appelle ça, pour que le programme soit bouclé. Mais bien, mais est-ce que comment vous êtes rassuré et s'assurer aussi que les programmes ont été soldés? Parce que vous savez réellement que... Quels sont ces outils de contrôle? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est qu'on a des équipes qu'on a dépêchées sur le terrain, on a déployées sur le terrain et on les a postées par école. Donc, c'est qu'au fur et à mesure, on nous remontait les informations. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les équipes qui sont déployées sur le terrain, là, nous remontaient des informations. Nous, on a fait une synthèse communale pour nous rassurer qu'effectivement, après 2 semaines, par exemple, de la reprise du 29, après 2 semaines, on a fait un état de lieu pour savoir est-ce que par rapport à là où nous étions et maintenant là, est-ce que nous sommes maintenant à combien de pourcents? Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, après chaque 2 semaines, on demandait l'état d'avancement du programme. Bien. Et à travers des équipes qu'on a déployées sur le terrain. Bien, alors c'est pour nous dire que vous avez suivi de fond en comble les différentes écoles qui évoluent au sein de votre juridiction, c'est vrai. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que les résultats qui sont disponibles maintenant sont tout à fait reluisants? Oui, vous savez... Ouais, depuis l'année dernière, les différentes réformes, c'est des choses que nous avons appréciées. Parce que ceux-là qui sont admis, c'est les méritants. Donc, c'est les méritants. Mais quand on prend l'entrée en septembre, quand je prends l'examen d'entrée... Les statistiques chez vous, alors, oui. D'accord. L'entrée en septembre, nous avons 33,62%. Le CE, oui, le CE. Enseignement franco-arabe plus enseignement général. Oui. Donc, les deux cumulés, c'est qui font les 32, oui, 32,62% oui, oui. pour la commune de Dixine. Oui. Donc, comparativement au pourcentage de l'année dernière, donc il y a un recul. Il y a un recul ou bien un avancement? Non, j'ai dit il y a un recul. Oui. Il y a une baisse, quoi. Oui, oui. Donc, et cela s'explique par des facteurs que je viens d'évoquer si haut. Oui, oui. Donc, vous voyez, oui. Donc, mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous remettre en cause. Tous les acteurs impliqués dans le système doivent se remettre en cause. Parce que maintenant, là, après les examens, là, nous sommes en train de faire une analyse des résultats. Ça, c'est un peu prématuré parce que ça, c'est par rapport au CEE. Maintenant, quel est le taux d'abord d'admission au BEPC d'abord? Le taux d'admission au BEPC pour la commune de Dixine est de 32,53%. Bien. Dans l'ensemble. Enseignement franco-arabe plus enseignement général. Est-ce qu'on peut dissocier un peu là? Oui, on peut dissocier. Oui. Enseignement franco-arabe, on a 41,37%. Oui. Enseignement général, on a 32,19%. Les deux cumulés donnent 32,53%. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous avez dépassé la moyenne générale? Parce que si vous prenez le BPC au niveau national, il y a 35%, je crois bien. 35%. Disons 35%. Oui. Alors, est-ce que vous avez dépassé ce seuil ou bien vous êtes au-dessous de ça? Nous sommes au-dessous du seuil national. Donc, au niveau national, c'est 35%. Nous sommes à 32%.
Donc ça veut dire que nous n'avons pas atteint le pourcentage national. Mais, et par rapport, est-ce que par rapport à l'année dernière, quelle différence faites-vous, quelle étude comparative faites-vous des deux pourcentages, l'année-là et l'année passée? Oui, l'année passée, on était à 35% aussi, juste. Vous voyez, l'année au BPC, on était à 35%. Cette année, on est à 32,53%. Oui. Mais est-ce que quelque part, c'est pour dire que chez vous, les choses ont marché alors? Oui, à peu près, les choses ont marché, comparativement à d'autres. Alors, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre maintenant en place pour rehausser encore ce taux? Donc, je reviens maintenant pour vous dire qu'on est en train de faire une analyse des résultats par matière et par école. Oui. Après cette analyse, on va convoquer une réunion au cours de laquelle on va remettre ces analyses-là aux différents délégués, des responsables à la base. Comment je vais parler des chefs d'établissement, des directeurs d'école, qui vont à leur tour aussi organiser des réunions pour partager. Donc, pour vous, voici donc, ce que les résultats nous ont donné. Donc, maintenant, chacun, c'est désormais là où ça a pu marcher, là où ça n'a pas pu marcher. Donc, maintenant, là où les points qui sont améliorés, donc c'est là-bas qu'il faut quand même concentrer toutes nos forces pour que le résultat de l'année à venir soit meilleur. Donc, maintenant, en plus, nous, au niveau de la DCE, nous allons essayer, à travers notre cellule formation continue, de faire, et la cellule inspection pédagogique, bien entendu, organiser des sessions de formation à l'intention des encadrés, des professeurs et des maîtres au niveau de l'élémentaire. Alors, M. Baldé, vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, on fait l'état général de l'éducation. Et vous qui êtes chargé de l'enseignement fondamental, vous formez les enseignants. L'année dernière, le taux n'était pas reluisant. Et cette année encore, nous sommes à 35%. Et selon vous, la diminution de ce taux est liée à quoi? Est-ce que la faute aux parents d'élèves? Est-ce que la faute aux responsables du système éducatif? Et quelle balance faites-vous de ces deux? Et quelle solution vous comptez donner? Vous savez, au niveau des encadreurs, les encadreurs pédagogiques font ce qu'ils peuvent. Vous voyez, mais des fois, au niveau des parents d'élèves, vous ne restez pas sans savoir, vous le savez autant que moi, il y a certains parents d'élèves qui ont démissionné. L'enfant, parce que si vous comparez, lorsque vous étiez à l'école, lorsque moi j'étais à l'école, la façon dont les parents nous suivaient, ce n'est pas de la même façon que les parents sont en train de suivre leurs enfants maintenant. Vous comprenez, le professeur, l'enseignant n'est pas magicien. D'accord, la majeure partie l'incombe. Ce n'est pas toute la responsabilité, il ne faut pas dire que c'est à lui. Donc les parents d'élèves, c'est que tous les acteurs impliqués doivent jouer leur rôle. Mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées, monsieur? Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire. Les responsabilités sont partagées. Oui. Les responsabilités sont partagées. Les encadreurs pédagogiques que nous sommes, les parents d'élèves, chacun a sa partition, sa responsabilité. Quel doit être le rôle de chaque acteur? Donc, quand je viens d'énumérer quelques, donc pour les encadreurs pédagogiques, donc les parents d'élèves, eux aussi doivent suivre leurs enfants, doivent encadrer leurs enfants à la maison. Il ne faut pas qu'ils disent seulement, moi j'achète des tenues ou des fournitures, j'envoie mon enfant et c'est fini. Ce n'est pas ça. Il faut le suivi, il faut l'encadrement à la maison. Ça ne reste que de prendre un répétiteur à la maison, ou bien quand l'enfant revient de l'école, il faut voir son cahier, est-ce qu'il a été. Souvent l'enfant quitte la maison pour dire je vais à l'école, mais est-ce qu'il était à l'école? Donc vous voyez, maintenant de temps en temps, rendre visite à l'école, rendre visite, aller à l'école voir si effectivement il va, il entre. Oui. Donc, il y a tout ça. C'est un facteur, oui. C'est un facteur. Aux acteurs du système éducatif? Comment on appelle ça? C'est surtout de renforcer la formation des enseignants. Et surtout, à mon avis, il faut ramener la formation en classe.
c'est renforcer l'encadrement rapproché. Est-ce que ce n'est pas lié au pléthore dans certaines classes? Il y a pléthore en classe, mais vous savez... Est-ce qu'un enseignant qui a plus de 100 et quelques ou 150 dans une salle de classe, est-ce que ce dernier peut suivre de près l'évolution de des différents candidats? Vous savez, d'accord, je sais qu'on peut parler ça peut être un facteur. Ça peut être un facteur, mais l'enseignant, quel que soit l'effectif de sa classe, s'il veut, il peut. Parce que souvent, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a des enseignants de l'intérieur qui ont des classes multigrades. C'est-à-dire, l'enseignant est là, s'il est maître de 5e année, c'est qu'il a la 5e année et la 4e année, ou bien il a la 4e année et la 5e année. Souvent, ça ne porte pas fruit. Non. Il y a souvent des problèmes autour de ça. C'est des problèmes, mais ils ont été formés. Ces enseignants-là sont formés. Il y a une formation, il y a des formations qui sont organisées à leur intention. Comment gérer ces classes-là? Maintenant, les classes à grand effectif aussi, les enseignants sont formés pour la gestion de ces classes-là. Quand il y a un grand effectif, comment gérer ce que tu as l'habitude de faire avec une classe qui a 50 élèves ou bien qui a 40 élèves, ce n'est pas de la même méthode, ce n'est pas la même stratégie qu'il faut utiliser pour enseigner une classe qui a 100 ou 150 élèves. Bien, alors on va changer un peu de cap. Et vous avez parlé de quelques facteurs qui sont liés à ce taux d'échec. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette année, il y a beaucoup qui se plaignent du nombre de correcteurs qui a été diminué pendant la correction. Est-ce que cela n'est pas lié aussi à l'un des facteurs de ce taux d'échec? Moi, ce n'est pas de ce point de vue. S'il y a, par exemple, il y a certains qui disent que sur 1000 et quelques copies, s'il n'y a que 2000, 3000 copies, il n'y a que 10 correcteurs ou 15 correcteurs, je crois bien qu'il y a eu quelques manquements par rapport à ceux. Non. Est-ce que vous n'avez pas constaté au niveau du secrétariat? Non. Moi, je n'ai pas constaté. Et si c'était le cas, est-ce que ça c'était... Qu'est-ce que vous devez dire par rapport à ça? Non, ça ne peut pas être le cas parce que nous, quand même, ça n'a pas été le cas chez nous. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a corrigé. C'est le ratio élève et le ratio copie. Donc, alors, c'est pour me dire que vous étiez parmi les correcteurs? Non, ouais, vous êtes chef, oui. Ouais, portez-moi la lumière sur la correction. J'ai été celui qui a supervisé la correction de l'entrée en septième année. Très bien, oui. Donc, comment là, ça s'est passé? On ne peut pas me dire que les correcteurs qui étaient là-bas étaient surchargés, parce que le ratio par ancien, c'était combien? Le ratio copie correcteur était normal. C'était combien? Pas hors norme. C'était combien? Nous, on avait 75 copies. 75 copies? Oui. Par jour? Non, par matière. Par matière? Oui. Donc, ouais. Maintenant, ça, c'est raisonnable. Ça, on ne peut pas parler qu'il y a 1000. Et ils ont corrigé. Et puis, ils ont corrigé librement. Selon vous? Oui. On avait une équipe aussi de coachs que le département avait envoyé qui vérifiait. Qui ont vérifié. Oui. Après la correction, il y avait des vérificateurs qui étaient là. Ils vérifiaient. Bien. Alors, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de copies, c'est ce qui a fait qu'on a... Peut-être ailleurs, mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Vous savez qu'actuellement, nous avons un nouveau chef, un nouveau locateur au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et quelle appréciation faites-vous de sa gestion? Pour ce départ, une très bonne gestion. Et je voudrais qu'il continue sur la même lancée. La même lancée? Oui. Merci. Alors, quel est votre mot de la fin? Vraiment, je vous remercie infiniment. Et que j'aimerais que ces émissions-là soient répétées à tout moment. Oui. Parce que c'est là... C'est sans tabou. Ce que vous avez à dire, dites-le sans réserve. C'est pour que le système change de physionomie. Effectivement. Oui. Donc, j'apprécie beaucoup l'émission. Parce que ça aide, ça nous aide, nous, encadrer à la base, chaque fois, de vous faire savoir ce qui ne va pas chez nous. Donc, c'est ce que ça nous permet de nous remettre en cause. Donc, j'apprécie beaucoup l'émission.
Chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, nous sommes toujours dans les locaux de la commune d'Ixine. Après, le responsable chargé des questions pédagogiques, nous voici à présent au collège 1 et 2 de la dite commune avec l'une des responsables, la principale du collège. Alors avec lui, nous allons essayer d'échanger un peu par rapport au taux d'admission de cette année, la session 2020. Alors, soyez les bienvenus. Alors, on veut savoir quelles sont les statistiques des différents examens de votre juridiction. Bon, disons le BEPC alors, parce que c'est ce qui vous concerne, madame. Mais je vais commencer par vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez d'intervenir dans votre émission. Le taux de réussite de notre école cette année, nous n'en sommes pas tellement fiers, mais vu... Mais pourquoi vous n'êtes pas fiers? On n'est pas fiers parce qu'on aurait aimé avoir mieux que ça. Et on savait qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être si cette maladie, la pandémie du Covid, n'avait pas impacté sur le travail que nous avons l'habitude de faire. Le déroulement des cours. Oui, le déroulement des cours en quelque sorte. Voilà. Donc, ça fait qu'on a un taux cette année vraiment dont on n'est pas fier, il faut reconnaître. Bon, quand on fait 12,77% de taux de réussite, c'est pas une fierté pour nous. C'est pas reluisant là? Non, pas du tout, c'est pas reluisant. Et on souhaite vraiment et on fera tout pour que prochainement le résultat soit plus reluisant. Et il y a eu combien de classes d'examen cette année? Quel était l'effectif général? Avant la Covid, nous avions 6 dixièmes années et on a présenté 227 candidats. Mais avec la Covid, on était obligé d'aller pour la distanciation justement à 13 dixièmes années. Donc nous avons quand même fait des salles de 25 élèves par place pour respecter la distanciation et respecter un peu les gestes barrières. Bon, les élèves au début n'étaient pas tellement dans l'engouement parce que bon, il y en a qui pensaient que ah non, ça va être une année blanche. Donc avec beaucoup d'hésitation au départ, mais lorsqu'ils ont vu que les professeurs quand même venaient et les cours se tenaient, ils ont emboîté le pas, ils sont venus. Mais bon, il faut reconnaître, ce moment n'a pas été un moment facile quand même. Comparativement à l'année dernière, quels ont été les résultats? Bon, l'année dernière, je n'étais pas dans cet établissement. J'étais l'année dernière à Kaloum et j'étais dans le collège qu'on appelle actuellement le collège Sultan Mariama Traoré, qui était le collège Mboulpiné. Bon, là-bas, par exemple, je suis habituée à faire des taux de 50% ou plus même. Bien, alors, madame, il y a plus de quelques années, une dizaine d'années comme ça, les résultats des différents examens ne sont pas tout reluisants. Et quel constat général faites-vous de ces résultats? Bon, quand vous dites que ce n'est pas reluisant il y a quelques années, moi... Ça ne dépasse pas les 50%. Ah, vous parlez du taux national, hein? Oui, le taux national, c'est vrai que, bon, là, il faut bien que chacun s'y mette. Il faut reconnaître les élèves, les parents, les enseignants et pourquoi pas l'autorité de l'éducation même. Il faut que chacun vraiment s'y mette pour que les élèves et leurs parents surtout prennent les études au sérieux. Parce qu'il faut reconnaître par endroits, beaucoup d'élèves sont laissés pour compte. Quand l'élève rentre à la maison, il n'y a personne pour lui dire « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Prends tes cahiers ». Cet élève n'accorde pas de l'importance à ce qui se passe à l'école. Et généralement, c'est les parents qui envoient leurs enfants à l'école privée qui veillent sur ce que font les enfants. Les élèves des écoles publiques, j'ai l'impression qu'ils sont un peu laissés pour compte. Bien. Oui. Alors, on vous entend, Madame Thérèse, on a l'impression que vous chapeautez tout ça sur le dos des parents d'élèves. Est-ce que, une part, il n'y a pas la responsabilité aussi des autorités? Non, loin de moi l'idée de mettre tout sur les parents. Je ne mets pas tout sur les parents. Les responsabilités sont partagées.
Les responsabilités sont partagées, mais il faut reconnaître que quand le parent s'implique, l'établissement s'implique, les deux conjuguent les efforts, généralement il y a réussite. Il y a réussite. Mais aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Et alors, quel doit être le rôle des responsables éducatifs? Bon. Qu'est-ce que vous suggérez? Nous devons être rigoureux dans nos établissements scolaires. Nous devons veiller au respect des normes, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des élèves. Parce que imaginez quand les élèves traînent les pas jusqu'à 8h30, deux fois même 9h des retardataires, ce n'est pas une bonne chose. Ou des enseignants par endroits aussi qui viennent en retard, ça n'encourage pas. Mais aujourd'hui, tout le monde accuse les embouteillages. Bon, parfois, on vous dit « Ah, j'étais malade ». Bon, il y a des arguments vraiment qui... Ça, c'est au niveau des enseignants et au niveau des autorités éducatives. Quel doit être leur bâton de pèlerin? Moi, je crois qu'il faut quelque part qu'on sanctionne un peu. Quand il y a un délaissement, quand il y a un manquement, il faut prendre des mesures de sanction. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses qu'on tolère. Moi, je pense qu'il faut qu'on se remette en cause et qu'on mette chacun à sa place. Bien. On se remet en cause, c'est l'un des facteurs primordiaux pour changer l'image du système éducatif guinéen. Et revenons sur la féminisation de l'administration. Et vous êtes l'une des femmes rares à être principale d'un établissement scolaire. Et je pense bien que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup de femmes qui dirigent les écoles, les établissements scolaires. Et quelle appréciation faites-vous de ce choix? Bon, moi, d'abord, je suis fière d'être parmi les femmes qui dirigent aujourd'hui les établissements scolaires. Mais détrompez-vous, on est nombreuses. Hein. N'oubliez pas que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et c'est quelque chose qui est en train d'être appliqué. Parce que là, moi, je connais au moins 5 ou 7 femmes qui dirigent des écoles du secondaire. C'est pour dire que les femmes sont rigoureuses alors, ou bien quoi? Et généralement, là où les femmes sont, en tout cas, il y a du bon boulot. Donc c'est le baromètre de la société alors, si je pense bien. On peut le dire. La femme est le baromètre de la société. C'est vrai. Bien, bien. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Et quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin est que les parents d'élèves, encore une fois, j'insiste, que les parents s'impliquent. Et que... Ok. Vous me prêtez le terme, que c'est vrai, que les parents s'impliquent, oui, que l'État joue son rôle, que l'éducation aussi... On sait que bien que l'État joue son rôle, mais il faudrait réellement mettre un grain de sel pour que ça change encore davantage. Oui, parce que là, il faut beaucoup d'infrastructures. Oui. Il faut, c'est pas... mettre encore et peut-être élever le niveau de vie de l'enseignant, parce qu'il faut reconnaître quand les enseignants... La formation aussi, parce que par endroit, il y en a, le niveau laisse à désirer, donc on a besoin de formation. Et là, vous me donnez l'occasion d'en parler. Moi, je proposerais par exemple que pendant les vacances, qu'il y ait 1 mois de formation pour les enseignants à tous les niveaux. Si à l'élémentaire, ça se fait, au secondaire, je trouve que c'est un peu rare. Donc, on a besoin de formation. Bien. Alors, merci, chers téléspectateurs. Vous venez d'entendre Madame Thérèse. C'est la première responsable du collège Ndonka qui était dans le collimateur de l'émission Col Guinéenne. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À la prochaine.